une petite présentation, si vous le voulez bien, Lydie, d'où vous venez, puis qu'est-ce qui vous a amené à la numérologie? Alors, d'où je viens, j'ai fait des études de commerce après un bac scientifique. Je suis devenue chef d'entreprise très jeune, à l'âge de 23 ans, parce que j'ai du 1, donc besoin d'autonomie. Donc j'ai créé plusieurs sociétés, des petites sociétés tranquilles, mais voilà. Et j'ai découvert la numérologie à mes 25 ans. Parce que c'est mon mari qui m'a offert un thème en numérologie. Mon mari est médecin et il m'a offert un thème en numérologie pour mes 25 ans. Et là, je tombais à la renverse en me disant mais comment se fait-il que ce monsieur me connaisse mieux que moi-même? Voilà, donc ça m'a intéressée. Moi, j'aimais beaucoup les maths. Et j'ai déplacé mon amour des maths classiques, on va dire, vers le côté symbolique des nombres. Et ça a commencé tranquillement. Et puis petit à petit, j'ai lu et je me suis formée bien plus tard. Et puis c'est devenu une passion totale. Mais de là à devenir numérologue professionnel, c'était impossible à devenir parce que, voilà, chef d'entreprise, il y a un côté un peu, ouais, c'est super. Par contre, numérologue, il y a un côté quand même très dévalorisant, donc je n'assumais pas du tout. Et puis, en fait, il y a eu une succession de choses difficiles dans ma vie. J'ai perdu deux de mes plus gros clients tout d'abord. Ensuite, j'ai eu des problèmes de santé importants, sans comprendre ce que c'était exactement, d'où ça venait. Et j'ai ma plus jeune sœur qui est décédée d'une rupture d'anévrisme. Et cette succession de choses en 3 ans m'ont fait dire que la vie était courte et que ça suffisait, qu'il fallait que je sois au rendez-vous de cet appel. Et donc je suis devenue numérologue à mes 46 ans. Voilà. Depuis, j'ai créé un courant différent qui est la numérologie stratégique pour les sortir des autres numérologies en disant bien fort que ce n'est pas un outil de voyance, mais c'est un outil de connaissance de soi particulièrement puissant qui permet de décrypter la complexité humaine et en même temps un outil d'aide à l'orientation pour gagner en efficacité dans sa vie. Voilà. Est-ce que, succinctement, vous pouvez nous dire comment fonctionne la numérologie? Rapidement, c'est se servir des éléments qui nous donnent une identité sociale, parce que quand on vient de naître, si on ne nous déclare pas, on n'existe pas alors qu'on est vivant. Et à partir du moment où on nous déclare, avec des prénoms, un nom, une date de naissance, la numérologie va utiliser ces éléments-là. Ce qui est très intéressant dans la numérologie par rapport à d'autres outils, c'est qu'elle utilise ce qui est officiel. C'est-à-dire vous êtes né le 1er janvier, mais on vous déclare le 2 janvier, ce qui compte c'est le 2 janvier. C'est qu'est-ce qui est officiel? Voilà. Vous avez été adopté, vous appeliez Éric Dupont, vous devenez Éric Martin, eh bien Martin a écrasé Dupont parce qu'il y a une adoption, eh bien on prend Éric Martin, c'est-à-dire les données qui sont présentes au niveau social. Voilà. Et puis on va tout transformer en calcul, les nombres les lettres en nombres, les nombres, et puis on va faire différents calculs, nombreux calculs, plus de 300, aussi bien dans la personnalité que dans la temporalité. Et grâce à ça, on va pouvoir monter un arbre personnel. Et chacun a son propre arbre, avec une boîte à outils, avec des mémoires familiales, avec un plan de vie. Et le numérologue va apprendre à lire ces différents nombres en se servant de la symbolique des nombres pour pouvoir comprendre la personnalité de l'être et ce vers quoi il doit aller. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, bon, là on est sur un documentaire qui peut être un peu... qui questionne le rationalisme, Ouais. mais qui questionne aussi le camp d'en face, c'est-à-dire le spiritualisme. Mmh. Et dans la pratique de la numérologie, de ce que j'en entends, on a du rationnel, parce Oui. que ne serait-ce que par les nombres et les calculs qu'il faut faire. Tout à fait. Et on a beaucoup de symbolique. Et c'est là qu'il y a problème pour les rationalistes, c'est que la symbolique, d'où ça vient? Pourquoi on se dit, tiens, le 1, il a telle énergie et il symbolise tel concept? Et pourquoi ça me fait beaucoup penser à l'astrologie, qui fonctionne aussi beaucoup comme ça.
Est-ce que vous pouvez développer un peu d'où ça vient? Qui a dit un jour, le 2, Alors, en ce qui concerne l'astrologie, je ne connais rien. La numérologie, je n'ai que 59 ans, je n'ai pas 2025 ans, donc je ne sais pas qui est derrière tout ça, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que si on s'amuse à regarder les différentes civilisations, l'écriture de la Genèse, etc., etc., on se rend compte que les nombres ont à peu près tous la même symbolique. Le 1, c'est la notion de commencement. Quelqu'un qui a du 1, c'est l'initiative et c'est le commencement. Et on va retrouver ça à chaque fois. Et quels que soient les moments, les personnes que je rencontre, je vais avoir je vais utiliser toujours la même symbolique qui est basée sur, qui n'est absolument pas de mon fait, hein, c'est quelque chose qui a été collecté par... on dit que Pythagore est le père de la numérologie. Il disait que pour comprendre le monde, il fallait s'intéresser à la dimension sacrée des nombres et que tout était équation mathématique. Est-ce qu'on pourrait croire, parce que nous on s'est beaucoup intéressé au symbolisme aussi, on est allé interviewer quelqu'un qui s'appelle Luc Biget qui est spécialiste des mythologies et du symbolisme. Alors les symboles dans leur ensemble, pas seulement les nombres, mais lui nous disait que les symboles étaient vivants. Est-ce que vous avez ce sentiment-là avec les nombres? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du vivant, en fait? Alors, je ne sais pas pour le symbole, le nombre. Alors, en philosophie, on parle de nombre, on ne parle pas de chiffres. Le chiffre, c'est le dessin, le nombre, c'est le signifiant. Et donc, les nombres, pour moi, sont vibrations. C'est-à-dire, oui, il y a du vivant. Voilà, après, ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Je sais juste que ça marche et que face à toute personne sceptique, j'ai toujours réussi à convaincre en disant faites l'expérience et voyez. Est-ce que vous avez l'impression que je parle de quelqu'un d'autre ou est-ce que j'ai l'impression de vous parler de vous jusqu'à vos éléments de blocage, vos faiblesses, etc. Est-ce que ça vous parle ou pas? Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à un sceptique qui dirait, par exemple, écoutez, j'entends ce que vous me dites, ça marche avec ce qui résonne, ça résonne plutôt pour moi, mais ça pourrait très bien résonner pour mon voisin. Souvent, on a une approche qui consiste à donner des généralités, en tout cas c'est l'argument des rationalistes et des zététiciens par exemple, donner des généralités qui sont assez larges justement pour convenir à tout le monde. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Je pense que par exemple, on a parlé d'autonomie, le besoin d'autonomie du 1, c'est quelque chose qui est vital. Je suis désolée, si c'était le cas de tout le monde, il n'y aurait que des chefs d'entreprise partout. Et c'est pas vrai. Il y a des gens où il y aurait des gens qui seraient tous besoin d'être leur propre chef ou en autonomie, en totale autonomie vis-à-vis d'un chef hiérarchique. Donc, non, c'est pas vrai. Quand on parle de quelqu'un qui peut avoir un côté violent ou de quelqu'un qui peut avoir un côté influençable, tout le monde n'est pas comme ça. Donc, moi, je parle de choses qui sont fondamentales vis-à-vis de la personne et qui font écho à des choses passées, à des choses donc la personne peut vérifier et c'est pas vrai pour tout le monde. Il y a des enfants, des personnes qui vivent des enfances cool, sympa, il n'y a pas de problème. Et puis les difficultés viennent ensuite. D'autres, ils mangent tout de suite parce qu'ils vivent des décès, parce qu'ils vivent de l'adversité, parce qu'ils vivent de l'handicap et tout un tas de choses. Donc non, on ne peut pas dire que l'histoire est la même pour tout le monde. La notion, par exemple, d'éparpillement positif qu'on va trouver chez le 3 et le 5. Les gens qui ont du 3 et du 5, ils ont besoin de s'éparpiller. Eh bien, si c'est un besoin vital et que chaque fois qu'ils disent « bon, alors maintenant, je vais être focus », ils ont l'intention de l'être, ils ne peuvent pas l'être. C'est impossible qu'ils le soient. Eh bien, donc non, ça ne s'applique pas à tout le monde. Après, j'essaye de me placer. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais j'essaie de me placer à la place justement d'un rationaliste. Parce que, par exemple, si je vous entends faire mon thème et que vous me disiez, il y a de la susceptibilité chez vous, par exemple, je pourrais très bien me dire, alors, si je suis ouvert, si je fais partie des personnes ouvertes, alors ça ne me parle pas tout de suite, mais oui, dans telle situation, je peux être susceptible. Si je suis fermé,
je peux dire non, pas du tout, je suis pas susceptible. Et alors que peut-être il y a un fond de susceptibilité. Donc en fait, on navigue dans des eaux qui sont de l'humain, qui sont En fait, faire une consultation en numérologie, c'est se regarder en face dans son miroir sans complaisance. C'est un acte de générosité envers soi-même. Si vous répondez à côté de l'histoire parce que vous êtes sceptique, vous perdez votre temps et le numérologue aussi, parce que ça sert à rien. Moi, dès que je vois quelqu'un en face qui répond pas à mes questions, je dis écoutez, moi j'ai pas que ça à faire. Vous n'avez pas envie de bosser sur qui vous êtes. Perdons pas notre temps. Voilà. Donc, soit il y a de l'authenticité et la personne se regarde face à face et elle voit si ce que je dis est vrai, soit il n'y a pas d'authenticité et dans ces cas-là, passons notre chemin. Mais ça, c'est le propre de toute démarche de travail sur soi. Si face à un psy, on dit au psy ce qu'il espère qu'on lui dit, on lui donne de l'argent, mais on perd son temps. On ne travaille pas sur soi. Qu'est-ce que la numérologie peut apporter aux gens qui consultent, par exemple? Pour ceux qui sont alignés avec eux-mêmes, une confirmation et le fait d'un élément supplémentaire de confiance en soi. C'est-à-dire, cette personne qui ne me connaît pas, elle me décrit, j'ai raison de croire en moi. Pour ceux qui sont à côté d'eux-mêmes et qui, toute la vie, ont le syndrome de l'imposteur et pensent qu'ils n'y arrivent pas, ils vont se dire, tiens, elle m'a dit des choses qui sont vraies et il y a des parts que je n'exprime pas, mais par contre que je ressens comme profondément accessible à moi, qui est mon rêve, que je ressens depuis que je suis petit, ou comme ça. Et donc j'ai le droit de penser ça. Donc c'est se donner le droit d'être soi. Donc c'est qu'une façon d'être davantage au rendez-vous de sa vie, quand même. Pas mal. Alors là, je parle pas pour les gens qui viennent en séance ou qui ne maîtrisent pas la numérologie, mais par exemple pour vous, je me dis que peut-être dans votre quotidien, les chiffres font partie de votre vie, donc peut-être que dès que vous voyez un chiffre, vous vous dites « Ah, alors là, aujourd'hui on est tel jour, on est le 3 par exemple, ça veut dire ça. Par exemple, je vais chez cette personne, il habite au 21, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça marche comme ça ou pas du tout? Alors moi je suis un petit peu, oui, un peu accro, donc c'est vrai que je calcule systématiquement tout et tous les événements politiques, ce qui se passe à droite, à gauche, partout dans le monde, des sportifs qui gagnent, etc. Je calcule systématiquement dans quel jour ils sont, voilà, pour vérifier des choses d'un point de vue statistique, parce qu'on dit souvent que la numérologie, c'est 2000 ans de statistiques, hein, c'est-à-dire que on a vérifié des choses, la vie elle est cyclique, et puis quand on tombe sur une période 9, c'est la fin, le 1 c'est le démarrage, bon voilà, donc c'est assez simple de regarder et de comprendre des choses, voilà, et donc oui, j'ai cette manie de regarder ça, mais par exemple quand je voyage, si je tombe malade et que je dois consulter un médecin et je ne sais pas lequel, parce que je suis en Espagne par exemple, eh ben, je vais chercher le médecin qui est un numéro où ça fait 6, par exemple le 24 ou le 42 ou le 105, parce que le 6 c'est l'énergie du soignant. Donc moi je sais que ça marche, donc je le fais. Ok. Donc par exemple, on pourrait dire que le lieu où l'on vit, alors moi j'ai beaucoup de 3 dans mon thème et j'habite au 21. Donc Fantastique. Ça veut dire que dans le lieu où vous êtes, il y a une invitation à développer à fond votre 3, qui est la capacité de s'exprimer, mais aussi d'avoir plein de jouets différents et de s'amuser et de mettre du fun dans ce que l'on fait. Voilà, donc soit vous ne le faites pas, et ce lieu est le terreau pour vous inviter à le faire, et j'espère que vous allez le faire, soit vous ne le faites pas, et dans ces cas-là, vous n'allez peut-être pas vous sentir bien dans votre maison. Ok. C'est bête, hein, mais c'est comme ça. D'accord. Pour revenir sur, je vous ai déjà un peu posé la question, mais pour revenir sur les sceptiques, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dirait la numérologie, c'est pas du tout scientifique et son efficacité n'est pas prouvée. Si vous deviez
prouver l'efficacité de la numérologie, que diriez-vous? Eh bien, c'est créer une association pour faire de la recherche, ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai créé les Nouveaux Sapiens, qui est une association parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui font la numérologie et qui font du grand n'importe quoi. Donc quand je tombe sur quelqu'un qui me dit « de toute façon, la numérologie, on trouve n'importe quoi », je leur dis « je suis d'accord, complètement d'accord avec vous, c'est du grand n'importe quoi ». Voilà. Et moi, j'ai du 4 dans mon thème, dans mon arbre, et donc j'essaie de faire les choses carrées, de faire en sorte qu'on fait petit à petit. Et donc mon premier sujet d'étude, c'est les TDAH, les gens qui sont atteints du trouble du déficit de l'attention avec hyper ou sans hyperactivité, pardon. Et donc là, j'ai déjà 3500 personnes, on va dire pas classiques, et j'ai 220 personnes qui ont été diagnostiquées par un organisme officiel du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est pas assez, il faut qu'on arrive à 500, mais on est en train de collecter, donc oyez, oyez, s'il y en a, faites-nous signe. Et pour essayer de voir s'il y a des caractéristiques numérologiques qui se dégagent pour pouvoir aider. On a déjà, avec les 200 et quelques personnes, on a déjà démontré, vu qu'il y a ces gens qui sont atteints du TDAH, de ce trouble-là, ont plus de 5 dans leur thème que les autres. Et il se trouve que le 5, c'est besoin, enfin, un nombre qui s'ennuie très vite, qui a besoin un peu comme le 3, qui a besoin de partir dans tous les sens, qui a la bougeotte, etc., et qui sont la définition du TDAH. Voilà, donc c'est une première étape. Je le fais avec mes moyens, avec l'association, avec quelques personnes qui donnent l'argent, mais l'étape d'après, c'est de trouver des sceptiques. Donc moi, quand j'entends quelqu'un qui est sceptique, je leur dis « Ok, welcome, venez, et puis on va essayer de voir comment on peut faire pour pouvoir faire quelque chose qui se démontre scientifiquement de façon sérieuse. » Moi, c'est ce à quoi ce à quoi je tiens, donc ça prendra le temps qu'il faut, mais on va le faire. Ok. Vous savez, nous, à travers ce documentaire, entre autres, hein, pas que, mais on essaye de faire des ponts entre la vision idéaliste au sens philosophique du terme, donc l'invisible, le spirituel, tout ce qui n'est pas palpable, et le matérialisme. Et moi, plus personnellement, au sein de Calreco, j'essaie de faire des ponts entre le spiritualisme et l'institutionnel, et la politique. Parce que pour moi, ça manque cruellement d'ouverture à l'idéalisme. Est-ce que, selon vous, la numérologie pourrait être utilisée dans un cadre institutionnel, je ne sais pas, par exemple à l'école, ou qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la numérologie qui aide le commun? Il y a un champ des possibles extraordinaire. Déjà, dès la tendre enfance, comprendre son enfant et ses besoins fondamentaux. Par exemple, un enfant qui a du 5, ben, tout de suite, il faut arrêter de le laisser assis sur une chaise et de lui dire « bon, va chercher les clés, les craies, va faire ça ». C'est un nombre qui... Les gens qui ont du 5, ils ont besoin de bouger, c'est vital. Et rester sur une chaise, c'est une souffrance, c'est difficile en termes d'attention. Voilà. Donc, après, ça dépend évidemment des autres nombres qui sont à côté. S'il y a du 4, ça tempère. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre de façon... voilà, il y a d'autres nombres qui influent. Mais comprendre que, par exemple, quelqu'un qui a du 9, qu'il est dans la Lune, ben c'est normal. Pourquoi? Parce que le 9, il a besoin, c'est un nombre qui est assez utopiste, qui a vocation à rêver. Donc on dit « Ah là là, Paul, il est tout le temps dans la Lune ». Ben non, c'est super. Allons chercher son imaginaire, favorisons sa capacité à rêver, à faire quelque chose, parce que c'est le sensible qui va aider le monde demain à aller mieux. Donc je pense que si on mettait... et j'ai énormément de professeurs qui se forment, si on mettait dans l'éducation nationale la numérologie pour pouvoir comprendre les enfants, waouh, quelle grande avancée! On n'est pas tous pareils, on est trop différents tous les uns les autres. Donc c'est bien de comprendre nos leviers, nos besoins fondamentaux, c'est essentiel. Et au niveau politique, il pourrait y avoir des choses. Par exemple, quelle décision doit-on prendre en fonction de... S'ils savaient.
c'est tellement important. C'est tellement important. En termes stratégie, c'est juste incroyable. Je ne veux pas parler politique parce que je ne veux pas qu'on me mette un bord particulier, parce que je ne veux pas faire de politique, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis tout le temps en train de regarder les politiques, ce qui s'est passé là, depuis le début de l'année 2025 dans le monde. C'est un outil tellement de stratégie, je ne comprends même pas que les personnes ne se soient pas penchées dessus, parce que c'est un... Bon, après, il faut le maîtriser, mais c'est un outil d'une puissance extraordinaire. Qui pourrait favoriser des bonnes prises de décision, par exemple, dans un contexte politique? Ben oui, bien sûr. Quand vous êtes sur... quand vous êtes, par exemple, on est sur une année 9 universelle. Le 9 favorise les émotions, les emballements, etc. Ben, on fait en sorte de ne pas faire brûler la société, par exemple, sauf si on a envie de diviser. Mais sinon, avec le 9, on essaie d'écouter le peuple, on essaie d'ouvrir le dialogue, on le réduit pas, on n'impose pas les choses. Donc, c'est super intéressant de comprendre... par exemple, c'est tout bête, le 49.3, c'est énergie 7. 49.3, vous additionnez, ça fait 7. Ça fait 16, donc 7. Et le 7, le propre du 7, c'est ne jamais passer en force. Ce qui est le propre du 49.3. C'est-à-dire que le 49.3, par son essence numérologique, c'est une aberration totale. Rien que en termes numérologiques. Ouais, c'est n'importe quoi. Ça ne pourra jamais marcher. Puisque le 49.3 ne fonctionne que sur la force, alors que le 7, c'est tout sauf la force. C'est fou, ça, en termes symboliques. Et alors, donc, on est en année 9, donc fin de cycle aussi. Vous avez parlé des émotions, mais ça veut dire qu'on arrive vers un nouveau cycle l'année prochaine? Oui. C'est-à-dire que, logiquement, tout ce qui ne va pas dans ce monde, il faudrait qu'on fasse que tous les gens, les gouvernements, décident de mettre fin à des choses qui ne vont plus. On n'est pas au rendez-vous. Mais par exemple, si on fait un zoom arrière, amusez-vous à regarder. 89, la fin du mur de Berlin, la fin de la guerre froide. On a mis fin à quelque chose. Voilà. 98, énergie 9, c'était la fin. Les différents pays européens ont décidé de mettre fin aux monnaies, la P7, le franc, le Deutschmark, la lire. Ça a été installé en 2002, énergie 4, qui est une énergie de fondation. Et si on regarde bien, en 1998, ils ont décidé de mettre fin. En 1999, qui est énergie 1, ils ont décidé que ça s'appellerait l'euro. Ce qu'on fait en énergie 1, ça a vocation à durer. En 2000, énergie 2, ils ont consulté tous les pays pour savoir ce qu'ils comptaient utiliser comme symbole. En 2001, qui est énergie 3, ça a été la création. Et en 2002, qui est énergie 4, qui est les fondations, ils ont installé. Ça s'appelle une monnaie qui est bien née. Parce qu'elle a suivi une dimension numérique qui est parfaite. Et alors, si on va plus loin, selon vous, en 2026 ou 2025, donc année 9, qu'est-ce qui se finirait? Peut-être? J'en sais rien. Peut-être rien. Si les humains ont décidé de rien faire, ils passent à côté d'une opportunité. Alors, à partir du moment où vous avez découvert la numérologie, qu'est-ce que ça a changé dans votre appréciation du réel, du monde? Est-ce que ça a bouleversé des choses? Oui. Oui, parce qu'en fait, ça me permet d'avoir une vision augmentée, d'analyser ce que le passé, le présent, au travers des nombres
qui m'entourent ou qui entourent mes proches ou les gens qui me consultent ou les personnalités publiques, et de comprendre les enjeux. Et donc il y a une vision élargie, on va dire, une compréhension supplémentaire de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire de passer du côté je subis à j'essaie de comprendre. Et du point de vue, entre guillemets, métaphysique, est-ce que ça vous a questionné sur peut-être le sens de la vie ou comment ça marche? Est-ce que le monde est nombre, enfin le réel est une matrice mathématique, enfin ce genre de questions, quoi. Et ça fout la trouille en fait, franchement. Et je dis souvent à mes élèves, quand on avance dans le processus de compréhension, il y a un petit moment qui dure où on a peur, parce qu'on se dit qu'on n'est quand même pas grand-chose. Et que il y a quand même il a l'air d'avoir des choses qui ont l'air écrites. Alors par exemple, quand on a de l'énergie 2 dans son année personnelle, par exemple, on a tendance à dire, voilà, le 2 favorise le couple, 1 plus 1, 2, mais peut favoriser la division. 2 divisé par 2, ça fait 1. Et donc souvent, il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est tout et son contraire. Non, c'est 1 et son contraire. C'est pas tout. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre qu'il y a dans la temporalité des choses qui nous donnent des indications, et des fois c'est inquiétant dans le sens où on a l'impression d'être pas grand-chose, et que par exemple, moi je me souviens très très bien, je le raconte souvent pendant les cours, sur une année personnelle 8, dans lequel j'étais sur un trimestre 8, un mois 8 et un jour 8, et lui il peut faire sortir les choses, les gens. Donc le sachant, je m'étais dit, tu vas bien te préparer, tu vas faire 1 heure de sport, tu vas faire 1 heure de méditation, comme ça toute la journée, même si tu te sens agressé, tu verras, tu seras zen, ça va être génial. Mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait. J'ai commencé à faire mon sport, j'ai eu une contrariété et je suis partie, mais j'ai explosé. Même si je le savais, voilà. Et quand on se regarde, après la fin de la journée, on se dit, voilà, tu le savais, mais tu n'as rien pu faire. Voilà. Donc, j'ai été dans la version contrariée de ce nombre, malgré moi, enfin, pas malgré moi, voilà, j'ai constaté et je le savais, et pour autant, c'était tellement puissant que j'ai même pas pu me servir du fait que je savais, je suis tombée dedans quand même. Donc oui, il y a une sensation d'être infiniment petit face à quelque chose qui a l'air quand même sacrément organisé quand même. Voilà. Question du déterminisme et du libre arbitre. Oui, alors dans la notion de déterminisme, pour moi, c'est pas une chose qui est déterminée. Jamais je dirais ça, ça ne me convient pas. C'est que juste la numérologie donne des orientations qui ne sont pas infinies. Il y a un ensemble de possibles qui n'est pas infini, et dans ce possible-là, il y a des choses relativement concrètes. Voilà. Mais on ne va pas dire il va t'arriver ça. Jamais. Ça, c'est une ânerie. Question un peu futile peut-être, mais elle m'est venue, je ne l'avais pas noté, mais quand vous parliez des chiffres, je me disais, vous savez, souvent on fait attention aux heures miroirs, aux 21h21 ou 22h22, ou voilà. Ça a une signification ou pas du tout? Selon vous, en tout cas, comment vous le prenez? Alors certaines personnes disent c'est les gens qui te parlent, etc. Pour moi, tout ça, c'est pipeau. Moi, j'aime bien les clins d'œil que nous font la vie, que nous fait la vie. Si je vois très souvent 21h21, 21, c'est 3. Donc, ça veut dire peut-être un petit clin d'œil pour dire allez, développe davantage ta créativité et les plaisirs dans ta vie. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ça serait une façon de se faire un petit clin d'œil si ça revient tout le temps? Il y a des gens qui disent je suis poursuivi par le 7. Le 7, ça veut dire peut-être ouvre-toi davantage à des spiritualités. Voilà. S'il y a des nombres qui reviennent, il faut aller chercher leur symbolique et quel message ça peut donner. Maintenant, d'aller chercher une dimension vraiment
non. Ok. Venons à la journée d'aujourd'hui. Pourquoi vous avez accepté de participer à ce documentaire? Premièrement, parce que vous aviez l'air tous les deux très sérieux. Et que je me suis dit, ils ne sont pas là pour venir tuer quelqu'un qui ne connecterait pas. Voilà. J'ai pas eu la sensation que vous vouliez... vous aviez des intentions qui étaient mauvaises. L'intention de comprendre et l'intention d'ouvrir. Donc j'ai salué la démarche. Et puis, honnêtement, je salue vraiment la personne que j'ai eu en face parce que c'est un acte de courage. Parce que c'est vraiment courageux de se mettre à nu, d'abord devant 2 personnes et puis devant plus. Donc pour moi, je voulais être à la hauteur de ce courage. Et j'ai tellement foi en cet outil, il y a mon intuition, que j'écoute beaucoup, qui m'a dit fais-le. Et donc, il y a le raisonnement, mais moi je suis toujours à l'écoute de mon intuition, et mon intuition m'a dit vas-y, fais-le. Voilà. Quel que soit le résultat, même si ce que j'ai fait est décrié, peu importe. Ça fait parler de la numérologie, et c'est un outil, quand on l'a testé, qui est tellement puissant que si ça peut déjà servir quelques-uns, c'est déjà pas mal. Et peut-être aller plus dans l'expérience en elle-même. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la rencontre avec Fred? Qu'est-ce que ça vous a... Déjà, ma grande crainte, c'est qu'il ne joue pas le jeu et qu'il ne soit pas authentique. Et il l'a été, donc chapeau. Ça, c'était super important pour moi. Et je savais que si je ressentais le moindre entourloupe du genre « il n'est pas sincère », j'arrêtais tout. Voilà. Il a été hyper sincère. Donc pour moi, c'était expérience réussie, quel que soit le résultat derrière. Alors, j'ai entendu dire que la numérologie venait peut-être de la Kabbale. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce sujet? Alors, la guématrie vient en effet de la Kabbale. Alors, je ne suis pas super, je ne connais pas tout l'historique de ça, mais en fait, c'est le fait de transformer la valeur d'une lettre en un nombre qui s'appelle la guématrie, et c'est ça qu'a développé la Kabbale. Mais moi, je ne prends pas les lettres hébraïques, je prends les lettres de chaque alphabet organisé. C'est-à-dire que si je suis russe, si je suis albanais, si je suis française, si je suis espagnole, il n'y a pas le même alphabet, parce qu'il y a des lettres en plus, des lettres en moins, et de ce fait, l'alphabet est organisé différemment. Donc il y a énormément de guématries différentes. Donc nous, on utilise la guématrie latine, qui est utilisée avec les 26 lettres, mais je sais que l'alphabet cyrillique, je crois qu'on est à 32 ou 33, je ne sais plus très bien, et donc on va adapter en fonction de chaque élément. Voilà. Mais donc il y a une petite origine, c'est le principe du calcul qui vient de là. Voilà. Est-ce que dans le cadre d'un soin, ou dans la volonté d'apporter un mieux-être à quelqu'un, si on utilisait la numérologie en adaptant notre soin à la personne qu'on veut soigner, c'est-à-dire que si on se dit la personne en face de nous est très sensible à la numérologie, je vais utiliser les nombres pour aller dans son sens et essayer de faire en sorte qu'il aille mieux et lui apporter des réponses. Est-ce que ça vous gênerait ou vous trouvez que de toute façon tout est bon pour qu'on aide les gens? Alors, ça me gênerait profondément. Pourquoi? Parce que pour moi, on ne doit pas faire de soins avec la numérologie. Ce n'est pas un outil de soin. C'est un outil qui permet de gagner confiance en soi. Donc, soit d'un point de vue éthique, on adhère à l'outil et on s'en sert parce qu'on est convaincu de sa pertinence, soit on n'est pas convaincu et on utilise au moins des outils qui nous parlent. Donc, pour moi, il n'y a pas de phénomène placebo qui existe par rapport à ça. C'est soit la personne me dit au fond de moi
Et ça résonne profondément à l'intérieur de moi en disant « Mais punaise, c'est ça que je ressens depuis que je suis tout petit, j'ai ça en moi. » Et donc cette nana ou ce mec, il est en train de me dire, ce numérologue est en train de me dire ce que je ressens depuis toujours, que j'ai jamais dit à personne. Voilà. Et donc c'est pas une question de placebo, c'est un réalignement avec ce que j'ai vocation à être. Voilà. Donc pour moi, ça passe à raison d'être. Après, c'était pas forcément une question du soin, effectivement, mais la numérologie peut apporter du mieux-être et une confiance en soi et d'appréhender la vie de manière plus sereine. Totalement, mais dans ces cas-là, autant l'utiliser de façon éthique, c'est-à-dire en étant convaincu de sa pertinence. Sinon, ça part sur des bases qui sont déjà vrillées, dans le sens où il n'y a pas honnêteté intellectuelle. Est-ce que le 4, par exemple, qui aurait une certaine symbolique en Chine, aurait la même ici, par exemple? Alors, le principe des nombres, c'est que justement, ils ont une symbolique qu'on peut retrouver partout. Et ce qui est très intéressant dans le 4, que les Chinois, souvent, ils considèrent que ça porte malheur. D'autres, il y a cette notion de passage. D'autres, il y a dans le 13, oh là là, au secours, 13. Alors certains adorent, d'autres disent attention, ça porte malheur. En fait, tout est la même chose. En numérologie, le 4, c'est la notion de mort symbolique avec renaissance, c'est-à-dire d'un avant, un après. J'étais chenille, je deviens papillon. Donc, pour certains, d'abord, c'est une mort, avec une renaissance. Dans le tarot, vous retrouvez ça aussi, la 13e carte, pendue. Voilà, donc on retrouve cette énergie-là aussi. Et pour moi, c'est ça la force de la symbolique, c'est que quel que soit l'endroit, on va retrouver cette notion. Donc certains, quand ils entendent la mort, ils disent « Oh, au secours, c'est horrible !» Oui, mais c'est mort avec renaissance. Donc pour moi, le 13 et comme le 4 sont des nombres que j'adore parce qu'ils sont synonymes, si on travaille sur soi, d'un avant et d'un après. C'est-à-dire une renaissance, donc c'est magnifique. Donc pour moi, après, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que dans toutes les civilisations, suivant les religions, les croyances, tout le monde n'a pas la même date. Certains sont pas en 2025 au niveau religieux et croyances. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau économique et social, le monde entier, il y a à peu près une centaine d'années, a adopté le calendrier grégorien. Et donc nous sommes tous au niveau économique et social en 2025. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous parlez du 4 en 2020, qui est l'énergie 4. 4, c'est la symbolique du 4, c'est en positif, c'est construction solide, c'est mort symbolique avec renaissance. En négatif, c'est arrêt, blocage, peur, ralentissement. Est-ce que vous auriez pu prévoir qu'en 2020, le monde entier allait être bloqué avec la peur de la mort et que tout était à l'arrêt? Ouais. Ce qui est intéressant avec la numérologie et le symbolisme, en fait, c'est que le symbolisme, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est vivant. Les symboles sont vivants. Et en fait, ils s'adaptent presque à la personne qui les reçoit. Un symbole que moi je recevrais pourrait avoir une signification tout aussi différente pour quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est ce qu'on avait compris avec ce que nous expliquait Luc Biget. Et moi, ça me parle beaucoup parce que c'est vrai qu'à un endroit de la planète, tel chiffre pourrait... En fait, c'est ça qui est fou. C'est que quand on entre dans ces dimensions-là, on n'est plus dans le concret, on n'est plus dans le matériel, on est dans l'abstraction, mais l'abstraction qui parle en fait. Insignifiant, qui parle, qui résonne et qui semblerait interagir sur nous. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce que disait Fred, c'est donc que selon les chiffres, selon les cycles, l'univers est fait de cycles et qu'il n'y a pas de mort. Il n'y a que des morts et des renaissances. Il y a une mort physique. Oui, non mais je parle plus globalement, c'était ça peut-être ce que... Pour moi, il y a une mort physique indéniable. Et pour moi, il y a la dimension universelle qui revient dans cette dimension universelle. Et donc je crois à cette dimension universelle. Oui, moi, c'est ma croyance. Et dans l'absolu, si on se fie aux chiffres, tout vit, meurt, se transforme potentiellement
erroné, d'une autre manière peut-être. Mais en tout cas, de ce que j'entends de la numérologie, c'est qu'effectivement, c'est une science des cycles aussi, et que ça implique une infinité de cycles et des morts et des renaissances à l'infini. Je pense que cette dimension universelle a vocation à aller systématiquement dans des corps physiques et qu'après, c'est mariage ou divorce. Voilà. C'est comme ça que je pense que les êtres humains vivent, et des fois il y a des histoires de vie, pourquoi il y a la mort subite du nourrisson, pourquoi il y a tout un tas de choses, etc. Donc on pourrait dire oui, il y a plein d'explications. Moi je pense que c'est la dimension universelle avec la dimension physique qui font que voilà, il y a séparation. C'est comme ça que j'interprète. Mais je ne dis pas que c'est la vérité. Hein. Okay. J'espère juste que cette expérience servira et que ça donnera envie à certains, non pas de croire, parce que d'essayer, juste d'essayer d'ouvrir sa capacité de tester, comme l'a fait Frédéric avec brio. Eh bien, effectivement, j'ai eu des bouleversements dans ma vie, là, à la fin d'année, assez forts, assez brutaux dans un sens. J'ai pas forcément une vision très positive de ce qui s'est passé pour l'instant. Je sais pas sur quoi ça va déboucher, mais enfin, pour le coup, du coup, c'était très vrai. Et je suis un peu iconoclaste dans le milieu de l'astrologie aujourd'hui. On va donc aller rencontrer un astrologue qui ne t'a pas rencontré, qui a juste eu les infos nécessaires pour faire ton thème astral. Mais l'idée est déjà de voir qu'il y a une chose qui est assez marquée chez vous, dans laquelle les expériences de vie les plus stimulées sont des expériences qui mettent en visibilité sur le plan social. Donc ça a un impact important sur notre société. Première guerre mondiale, conjonction Saturne-Pluton en 1914, Deuxième guerre mondiale, carré Saturne-Pluton en 1939, crise du sida en 1982, nouvelle conjonction Saturne-Pluton, etc. Donc on voit bien que ça a une influence considérable sur notre organisation sociale. C'est-à-dire que si quelque chose qui, dans mon idéologie personnelle, pourtant se basant sur mes méthodes de travail, démontre ce que je ne veux pas croire, alors je ne crois plus à ce que je crois. Il n'est pas établi que le monde est matière, il est admis, c'est-à-dire il est considéré que le monde est matière, et la science moderne est basée sur ce postulat selon lequel le monde est matière.